Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de poursuivre ces cours sur cette thématique mécanique de la morphogénèse. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une série de 3 cours qui se donnent pour objet d'approfondir la thématique générale de l'adhérence intercellulaire. Je vais commencer par rappeler, pour ceux qui n'étaient pas présents au cours précédent, en une diapositive, les notions fondamentales que j'ai présentées la dernière fois, pour ensuite présenter la structure générale des 3 cours prochains et rentrer dans le vif du sujet. Donc la dernière fois, j'ai présenté cette question fondamentale de la biologie du développement, de la biologie en général, qui est celui de l'organisation et de la plasticité des tissus. Et nous avons vu que l'organisation peut se comprendre comme un agencement de configurations qui peuvent se décrire dans une première approximation comme la recherche absolue ou plutôt locale d'une minimisation de l'énergie de surface de cellules, en prenant des exemples issus de la biologie végétale et animale. Et que ces configurations que l'on peut voir dans les cellules animales et végétales reflètent un équilibre de force entre les pressions hydrostatiques ou de turgescence chez les animaux et les plantes, une tension corticale qui fera l'objet de cours 5 et 6 cette année, les propriétés d'élasticité de la paroi cellulaire chez les végétaux ou du cortex, l'histosquelette formant le cortex des cellules animales, et enfin des propriétés de cohésion entre cellules, qui est donc la thématique générale de l'adhérence intercellulaire. Pression hydrostatique, tension corticale, propriété d'élasticité des cellules et adhérence intercellulaire. On peut donc expliquer de façon générale l'organisation des cellules en utilisant ces notions physiques. Comment, à partir de là, comprendre la dynamique de ces configurations? Tout d'abord, le fil conducteur de ce cours était de parcourir les différents exemples de dynamique tissulaire en voyant une évolution quantitative dans le degré de connexion entre cellules, que l'on pouvait idéaliser dans un certain cas extrême, telles les cellules mésenchymateuses, comme un gaz dans lesquels les interactions entre cellules sont minimes. Évidemment, elles existent, mais disons qu'on les modélise comme étant minimes, presque comme dans un gaz parfait, modélisation extrême. À l'autre extrémité, celui des plantes dans lesquelles les cellules ont un fort degré de connexion qui définit en fait un solide élastique dans lequel les propriétés de remodelage de la paroi permettent justement une croissance polarisée, donc une dynamique sur des très longs temps, et une situation intermédiaire où finalement, comme dans les tissus épithéliaux, les cellules ont des interactions comme dans un fluide viscoélastique. Et nous avons abondamment déployer le type de phénoménologie et les modèles quantitatifs que les physiciens peuvent proposer pour décrire ces situations viscoélastiques pour les tissus épithéliaux. Tous ces degrés de connexion différentes entre cellules, définis de façon quantitative, reflètent les propriétés d'adhérence intercellulaire, d'où l'importance de cette thématique qui fera l'objet de 3 cours cette année. La dynamique propre de ces cellules s'explique par les processus actifs de contractilité cellulaire qui apportent une certaine dynamique au tissu. Les modèles de morphogénèse jusque dans les années 90 donnaient une part centrale, si ce n'est exclusive, à l'adhérence comme processus de remodelage au cours des phénomènes de développement. Et nous le verrons dès aujourd'hui. Ce n'est que depuis une quinzaine d'années qu'il y a une appréciation centrale du rôle des propriétés contractiles, de forces actives, telles la contractilité cellulaire, la tension cellulaire, vue dans les cours 5 et 6 cette année, comme processus qui apportent la plasticité aux configurations cellulaires et les processus de morphogénèse. Et donc, dans ce cadre-là, l'adhérence cellulaire est plutôt à voir comme un processus qui résiste aux forces de remodelage comme venu de la contractilité corticale. Donc, pour résumer, c'est l'équilibre entre les forces de cohésion assurées par les mécanismes d'adhérence intercellulaire et les forces de contractilité apportées par le cytosquelette d'actine en particulier,
qui donne une réponse à approfondir au paradoxe d'un tissu qui est organisé de façon robuste et pour des raisons physiologiques fondamentales, et la plasticité telle qu'elle se manifeste, 1 au cours du développement, 2 chez l'adulte par des processus d'homéostasie par lesquels les cellules se renouvellent, se divisent, sont extrudées, se déplacent, comme je l'ai présenté la dernière fois. Donc équilibre entre adhérence et tension corticale chez les animaux, adhérence et croissance polarisée chez les animaux, chez les végétaux. Donc, pour maintenant entrer dans la thématique de l'adhérence, j'aimerais un bref instant revenir sur une problématique centrale et qui définit aussi une marche d'approche à caractère interdisciplinaire sur la question donc, de l'acquisition de formes. Et quand on dit forme, on entend par cela aussi la dynamique associée, donc géométrie et dynamique. L'espace des formes potentielles explorées par l'évolution et réalisable au cours du développement est immense, forme un espace multidimensionnel colossal, qui donne à croire l'idée qu'il n'y a pas qui pourrait donner à croire qu'il n'y a pas de principes généraux à identifier d'ailleurs la multiplicité de ces formes. S'ajoute à cela, comme on l'a vu ces dernières décennies, un espace d'interaction génétique et biochimique qui en découle, un espace d'interaction régulée entre molécules et gènes qui est également extrêmement large. Et finalement, l'enjeu est d'abord de reconnaître la nécessité de réduire la dimensionnalité extrême de ces espaces de régulation et phénoménologiques par les approches quantitatives de la physique et, on va dire, qualitatives de la biologie, mais en tout cas sans opposer les deux disciplines, voir comment l'interface entre ces deux disciplines permet de réduire la dimensionnalité de l'espace de régulation et de l'espace phénoménologique des formes, et en particulier la question de la recherche des paramètres adéquats pour, 1, décrire, 2, comprendre le contrôle de ces différentes formes afin de prédire leur évolution au cours des processus développementaux et même de façon plus générale dans une perspective évolutive. Et je fais partie de ceux qui professent l'existence ou la possibilité d'identifier par ces efforts interdisciplinaires une théorie quantitative qui, réduisant ces espaces, permet de comprendre le va-et-vient entre des paramètres physiques en petit nombre, en tout cas pour décrire à une certaine échelle l'organisation et la dynamique des processus développementaux, et des paramètres biologiques, c'est-à-dire de quelle façon la chimie évoluée qui caractérise la biologie permet de contrôler ces paramètres physiques et d'y répondre. Voilà. Donc on voit ici résumé ce qui fait pour moi le cœur de l'approche de recherche que je poursuis et que nombre de chercheurs également poursuivent. Donc je pense que c'est une espèce de manifeste, si vous voulez, de type d'approche de la question de la morphogénèse que je voulais rappeler en préambule. En considérant justement ces paramètres en petit nombre, ces paramètres physiques qui permettent de décrire le système, sans m'éterniser sur Darcy Thompson, mais pour partir de lui, et plus précisément dans le contexte de la régulation de la forme, rappelons donc la possibilité de décrire par un modèle thermodynamique qui considère le système dans un état quasi statique, proche d'un équilibre local, en raison sans doute des grandes échelles de temps longues qui caractérisent l'acquisition et la modification des formes par rapport aux échelles de temps très courtes de remodelage moléculaire, comme les molécules d'adhérence dont nous allons parler aujourd'hui. Donc voilà une espèce de justification a posteriori du bien fondé d'approche thermodynamique, même si les physiciens et biologistes parmi nous sont en droit de questionner l'usage d'une approche thermodynamique quand on sait que les systèmes biologiques sont des systèmes ouverts, hors équilibre, etc. Donc, le postulat fondamental de ces approches, c'est que l'on peut définir une énergie du système, par exemple une énergie de surface lorsque l'on considère la forme des cellules, qu'il convient de minimiser. Et plus précisément, on peut définir donc une tension de surface qui est en fait caractérise la quantité de travail qu'il faut fournir par unité de surface pour modifier cette surface, donc en unité de joules par mètre carré ou de newton par mètre, de façon équivalente. Et on verra plus tard donc, des exemples par lesquels cette tension de surface peut décrire adéquatement les configurations de cellules, ici les cellules de la rétine chez la drosophile, qui peut s'apparenter à des configurations de bulles de savon.
Plus précisément, ce paramètre physique, tension de surface, est à la fois très adéquat pour décrire et même modéliser les configurations de cellules, mais le biologiste est parfois un peu circonspect, parce qu'il se pose la question de savoir quelle est la réalisation biologique finalement de cette tension de surface, paramètre biologique très simple, paramètre physique très simple. Et un certain nombre de considérations et de travaux ces 10 dernières années permettent de considérer que cette tension de surface doit être une fonction à caractériser de processus d'adhérence et de processus de tension. Et c'est pour cette raison que je voulais repartir de ce concept physique simple pour finalement décliner la justification dans ces cours cette année du temps que je vais consacrer à l'adhérence et à la tension cellulaire. Et aussi bien pour des raisons logiques et pédagogiques, j'ai choisi de séparer ces deux notions. Aussi bien nous verrons au terme de ces 5 cours, pour ceux qui pourront tous les suivre, qu'en fait, il est impossible de penser le processus d'adhérence indépendamment des processus de tension. Là, je m'avance sur ce qui fera l'objet d'un parcours progressif et qui demande une certaine patience. Mais en tout cas, il est bon de considérer que jusqu'à la fin des années 90, la morphogénèse était essentiellement vue ou exclusivement vue comme un processus lié à l'adhérence, et que la considération des processus de tension est l'œuvre de scientifiques de ces 10-15 dernières années seulement. Voilà. Donc ici, vous avez l'illustration très éloquente du rôle de l'adhérence cellulaire. 2 cellules embryons de souris au stade de cellules dans un mutant qui délète la bêta-caténine, molécule essentielle au processus d'adhérence. Les cellules sont disjointes, alors que dans le cas sauvage, ces cellules sont apposées l'une à l'autre par un processus d'adhérence. Et ce schéma, issu de cette revue il y a une dizaine d'années, qui en fait, présentait de façon intégrative le rôle de la tension de surface comme moyen de modéliser les configurations et les évolutions de configuration au cours du développement, les rôles opposés de l'adhérence qui augmente les interfaces cellulaires et de la tension corticale qui les réduit. Et donc il s'agit de comprendre finalement les contributions de ces deux processus et leur interdépendance. Pour des raisons de simplicité, nous allons donc considérer l'adhérence comme un phénomène indépendant de la tension corticale, et nous verrons qu'à la fin, la tension corticale et l'adhérence sont intimement liées. Voici le menu que je vous propose pour les 3 prochains cours. Donc nous allons partir et suivre un parcours historique. Et pour ceux qui connaissent beaucoup de choses sur l'adhérence, je vous propose de faire comme je l'ai fait lors de la préparation de ces cours, c'est finalement de tenter de désapprendre tout ce que l'on sait pour essayer de repartir d'une façon assez naïve sur des concepts apparemment simples et historiques pour graduellement incorporer tout un niveau de complexité. Et au terme de ces 3 cours, nous pourrons essayer de voir comment des descriptions que nous allons voir aujourd'hui, notamment des modèles thermodynamiques, sont adéquats, alors que nous verrons au terme un certain type de notions qui, à première vue, semblent en contradiction avec les premières modélisations. Donc nous allons partir des concepts d'affinité, qui est un concept éminemment qualitatif qui définit la spécificité des interactions cellulaires sans se soucier de paramètres quantitatifs tels que le physicien pourrait le considérer. Puis nous évoluerons sur un modèle plus quantitatif, éminemment quantitatif même, qui est un modèle thermodynamique de l'adhérence. Ce sera essentiellement le menu d'aujourd'hui qui nous amènera à considérer la découverte aussi des molécules d'adhérence qui a ouvert un champ d'exploration expérimentale tout à fait nouveau. La prochaine fois, donc dans une semaine, nous verrons les mécanismes de couplage inter- et intracellulaire et en profiterons pour aborder des travaux tout à fait récents qui donnent un regard tout à fait nouveau sur l'évolution des molécules, des processus d'adhérence que l'on croyait essentiellement confinés aux eucaryotes supérieurs et qui en fait sont présents dans un état extrêmement intéressant dans des organismes chez lesquels on ne soupçonnait pas les molécules d'adhérence. Donc il donnera un regard nouveau sur une perspective évolutive. Et pour finir, le cours sans doute le plus important, parce que finalement il est le terme de ce parcours, l'adhésion comme processus actif. J'entends par là quelque chose qui implique des processus qui notamment impliquent le couplage du cytosquelette. On ne peut pas considérer l'adhérence sans prendre en compte les processus actifs associés et finalement aussi l'adhérence et les processus dissipatifs associés à l'adhérence, deux notions qui sont à la fois très importantes et très récentes et pour le dernier point, je pense sans doute un des chantiers les plus importants à explorer dans les années qui viennent.
Donc, la thématique de l'adhérence est une thématique assez fascinante parce qu'elle conjoint 4 niveaux de complexité ou 4 champs d'exploration biologique assez fascinants. Le premier est celui de l'évolution parce qu'en s'interrogeant sur les processus qui ont amené l'invention au cours de l'évolution de la multicellularité, on est obligé de considérer les mécanismes de reconnaissance intercellulaire et par là même l'émergence au cours de l'évolution de processus d'adhérence et de reconnaissance sélective des cellules ayant permis la multicellularité. Donc la thématique de la multicellularité, dans une perspective évolutive, oblige à penser la question de l'adhérence. La deuxième est évidemment celle de la biologie du développement, dans laquelle on essaye de comprendre comment des agrégats informes de cellules peuvent donner naissance à des structures organisées fonctionnelles, une forme fonctionnelle. Le troisième champ d'investigation est celui de la biologie cellulaire, dans lequel on essaye de comprendre les principes fondamentaux qui sous-tendent les couplages moléculaires entre cellules, à la fois à la surface des cellules et le couplage avec la partie intracellulaire, ce fameux cortex d'actine dont j'ai parlé dans le cours d'introduction la dernière fois. Et enfin, un éclairage physique du processus dans lequel nous essayons de décrire quelles sont les forces qui sont en jeu lors de processus d'association cellulaire. Donc l'adhérence semble une notion très simple. Finalement, il s'agit de la colle qui associe des cellules. Et l'on verra que, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue moléculaire, biochimique, l'adhérence est une notion en fait extrêmement compliquée à définir expérimentalement et qui a une multitude de propriétés qui confèrent aux cellules la propriété précisément de cohésion et de dynamique. Ce qui distingue l'adhérence entre cellules de l'adhérence telle qu'une colle que les ingénieurs chimistes peuvent développer, c'est qu'elle est extrêmement dynamique. Et voilà la raison fondamentale pour laquelle elle s'est développée au cours de l'évolution, pour permettre l'évolution des formes lors du développement et la transformation des formes au cours de l'évolution. Donc finalement, l'enjeu est de comprendre l'équilibre entre organisation robuste et dynamique intrinsèque des processus développementaux. Pour vous illustrer cette notion, mieux vaut montrer des films d'embryons ou de tissus de cellules épithéliaux dans lesquels les cellules sont associées par des molécules d'adhérence. Il s'agit ici, chez la drosophile, un invertébré, et des cellules mammifères, MDCK, donc de chiens, des cellules qui sont marquées par la cadérine, ici en rouge, ici en blanche. Les échelles de temps ne sont pas du tout les mêmes. Ici, vous avez des heures et minutes. Ici, vous avez des minutes et des secondes. Donc, ce film plus lent, en fait, est beaucoup plus rapide. La dynamique est extrêmement rapide par rapport à ici. Mais vous pouvez voir néanmoins une plasticité remarquable de ces tissus, donc des fluides viscoélastiques. Et en regardant même plus précisément les interfaces cellulaires, on peut voir que ces interfaces, sur des temps de plusieurs minutes, se remodèlent. Donc, voilà qui illustre cette notion. L'adhérence cellulaire assure la cohésion des tissus, néanmoins permet la plasticité dans les interfaces cellulaires. Donc nous allons maintenant entreprendre ce parcours historique en partant d'expériences assez anciennes qui illustrent comment le problème de l'adhérence était perçu il y a un peu plus d'un siècle, en partant d'expériences de Henry Wilson, un chercheur américain qui, à l'époque, faisait, comme nombre de ses contemporains, des études sur les éponges. Donc les éponges, et en particulier l'espèce Microciona que l'on peut voir ici en rouge, étaient dissociées par des méthodes à la fois mécaniques et chimiques, mais là, dans cette étude, des méthodes chimiques. Et la question que Wilson se posait était de comprendre comment ces organismes peuvent se réorganiser. Et il comprenait le processus de dissociation et réassociation des cellules d'éponge, avec en arrière-fond la question de la différenciation, dédifférenciation et redifférenciation des cellules. Il était peu intéressé, à vrai dire, par les processus d'adhésion proprement dit. Il se posait vraiment des questions d'identité cellulaire. Mais ces études, notamment le choix du système et les méthodes qu'il a déployées, ont inspiré nombre de chercheurs à son époque qui en fait se sont intéressés plus précisément aux mécanismes de reconnaissance intercellulaire et aux mécanismes d'adhérence.
La personne dont nous allons parler un peu plus en détail est un chercheur qui a eu des contributions majeures dans les années 60 en particulier, Aaron Moscona. On voit ici une photo. Il a tiré profit de l'existence de plusieurs espèces qui poussaient abondamment aux approches de Woods Hole aux États-Unis, lieu connu de certains dans cette salle, qui est effectivement un endroit assez fascinant. Et à l'époque, Moscona utilisait donc ces deux espèces, Microciona et Aliclona, qui pouvaient se distinguer, notamment dans les expériences de dissociation-réagrégation, par la coloration naturelle de ces éponges. Et on connaît dans l'histoire de la biologie du développement l'importance des processus de lignage, de la possibilité de suivre l'identité des cellules dans des processus de réagrégation ou autres. Et on va voir ici les conclusions auxquelles Moscona est arrivé qui sont extrêmement importantes. Voici un exemple d'expérience qu'il faisait par dissociation des cellules en absence de calcium. Et on voit ici les cellules de Microciona qui, au temps zéro, en température ambiante, après ajout de calcium, donc après dissociation, ces cellules sont donc totalement dissociées. Et 24 heures après, on peut voir que ces cellules se sont réassociées en conglomérats d'une taille beaucoup plus importante que les cellules individuelles. Ce processus nécessite une certaine température. À 5 degrés, le processus de réassociation est largement inhibé. Et une expérience encore plus intéressante se révèle en utilisant dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à 5 degrés où normalement après 24 heures il n'y a pas de réassociation, il ajoute un tampon ou une préparation qui est issue de la dissociation des cellules à 0 degré. Donc finalement, en dissociant les cellules, il récupère le tampon dans lequel la dissociation s'est effectuée à 0 degré, il centrifuge, concentre une activité, et ajoutant cette activité à des cellules qui normalement ne peuvent pas se réagréger, on voit qu'il y a une réagrégation massive. Donc finalement, vous voyez les approches typiquement biochimiques, on purifie une activité, on constate un phénomène de réagrégation, et donc on fait donc l'hypothèse, et on verra que jusque dans les années 70-80, ce type d'approche a joué un rôle extrêmement important et a conduit ultimement à la découverte des molécules d'adhérence. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, en exploitant la différence entre les espèces, Moscona a pu montrer la spécificité du processus. Et en particulier, il a fait des expériences astucieuses où il purifiait l'activité de Microciona, mais en présence maintenant de cellules d'Heliclona et de Microciona, il montre que l'activité spécifique de l'espèce à partir de laquelle elle a été préparée et ne réagit pas avec l'autre espèce et réciproquement. Donc il existe bien donc une barrière spécifique qui confère aux cellules de Microciona une propriété d'adhérence qui ne marche pas avec l'autre espèce. Donc on voit ici dans ces expériences finalement assez anciennes la notion de spécificité qui fait penser à des concepts quantitatifs. Et tout l'enjeu pour nous est de passer de cette description qualitative dans laquelle on ne voit pas la possibilité d'unification à un modèle quantitatif qui se prête à la modélisation physique. Après ces expériences de dissociation, Moscona a montré qu'en prenant des greffons entiers de ces éponges, il trouve le même processus. Notamment ici, vous voyez Microciona greffé sur un autre Microciona et le processus d'adhérence qui réassocie ces deux structures. Alors que Microciona greffé sur Heliclona en fait, ne donne pas en fait, d'adhérence. Et on voit ici par la flèche la zone en fait, ouverte entre le greffon et l'hôte qui montre que l'agrégation opère également dans des processus de greffe et non pas simplement de cellules dissociées, réassociées. Donc le facteur d'agrégation a une activité spécifique. Elle peut également être déplétée dans le milieu qui est utilisé pour l'expérience, c'est-à-dire en fait qu'il y a sans doute une molécule qui, permettant le processus de réagrégation, sa concentration diminue progressivement dans le tampon, et si on en récupère donc ce tampon expérimental, use medium, selon ces expériences, l'activité est perdue. Donc c'est une activité qui est à concentration limitée, qui peut donc être titrée dans les processus. Et puis, bien sûr, à l'époque, les biochimistes essaient de comprendre la nature de ces molécules. Ils montrent que ce facteur d'agrégation est insensible aux DNases, aux RNases,
à la trypsine, à la collagénase, hyaluronidase, etc. Elle se montre simplement sensible à une peptidase non spécifique, exoendopeptidase non spécifique, la pronase, et également à une glycosidase, donc l'alpha-amylase. Ce qui conduit Moscona à faire l'hypothèse que cette activité est une protéine de surface, une glycoprotéine de surface. Voilà comment, donc, dans les années 60, on en vient à penser le processus d'adhérence sélective sur la base de glycoprotéines de surface. Vous savez que nous sommes dans les années 60, à une époque où l'immunologie est en plein essor, et on verra d'ailleurs à différents moments comment l'avancée sur la compréhension moléculaire des processus d'adhérence aura un impact majeur sur la compréhension des processus d'adhérence. Je vous donnerai deux exemples. Ce qui est intéressant à cette heure où souvent les communautés se compartimentent, immunologistes d'un côté, biologie du développement de l'autre. Et donc, en particulier, l'existence d'un antisérum contre ce facteur M bloque le processus d'agglutination ou d'agrégation sélective. Et l'autre propriété est que la spécificité antigénique de ce facteur de réagrégation reflète, selon l'hypothèse, donc des affinités sélectives entre les cellules de différentes espèces d'éponges. Je vais maintenant parler d'un article qui était pour moi une découverte et qui je vous encourage fortement à lire in extenso, qui est un article publié 20 ans avant Moscona, mais qui en fait a été d'une grande influence dans l'émergence d'une théorie moléculaire des processus sélectifs au cours du développement et en particulier des processus d'adhérence. Il s'agit d'un article, d'une espèce de revue ou d'essai publié dans un journal dont j'ignorais même l'existence, le Yale Journal of Biology and Medicine, de 1947, par Paul Weiss, qui est connu des biologies du développement comme l'auteur d'un livre classique en son temps, et qui en fait s'interroge de façon exclusive au problème de la spécificité au cours de la croissance et du développement. Et en particulier, l'effort de cet essai est de comprendre les affinités cellulaires, notion qualitative, en termes de structure moléculaire et d'organisation. Nous sommes dans un contexte dans lequel la théorie moléculaire des liaisons chimiques, Linus Pauling, a été effectuée et allait avoir un essor dans la compréhension des processus sélectifs biochimiques. Et en particulier, la question de savoir comment la correspondance et l'adéquation réciproque entre des cellules, des propriétés cellulaires, peut se comprendre à partir d'une théorie moléculaire. Voilà. Et l'on voit représenter ici à droite, de façon extrêmement schématique, différentes façons de penser cette notion. Considérons d'abord un schéma d'affinité qui est purement déterministe, en ce sens qu'elle fait l'hypothèse qu'à la surface de deux cellules, présentées en haut et en bas, des structures moléculaires qui sont donc complémentaires l'une de l'autre, différentes sur les deux cellules, et qui se reconnaissent et donnent naissance à une reconnaissance spécifique. Ou alors un schéma déterministe dans lequel en fait, chaque cellule possèdent le mélange des deux molécules, appelons-les A et B, et qui se reconnaissent de façon symétrique entre les deux surfaces, donc la différence entre ces deux schémas. Ou alors même par l'intermédiaire d'autres molécules qui formeraient une forme de ligand permettant l'interaction entre cellules. La notion fondamentale ici est que ces interactions moléculaires sont selon un schéma typiquement déterministe. Une autre façon de penser le processus qui a la faveur de Paul Weiss, nous verrons les citations plus tard, est en fait un schéma, on va dire, plus probabiliste, dans lequel il y a une certaine labilité des interactions, une diffusion des molécules et un comportement moyen statistique des molécules, mais les interactions sont beaucoup plus probabilistes, à la fois en termes de concentration et de fréquence d'interaction par unité de temps, mais également en termes d'orientation de ces processus. La différente façon assez naïve de représenter le caractère probabiliste de ces interactions. Et bien sûr, l'absence d'affinité comme exclusion de tous ces processus. Et je me permets d'extraire deux passages du texte de ce texte très intéressant et extrêmement novateur. Le premier qui fait l'hypothèse d'une configuration clé de serrure, un key lock, comme mécanisme de reconnaissance sélective entre cellules. Je pense que l'on peut rapidement citer, même en anglais, le Collège de France autorisera ce passage en anglais,
du texte, this past discussion leans heavily on current concepts of immunochemistry, particularly those developed by Pauling. Donc, vous voyez l'influence de Pauling à cette époque. It may be premature to tie the phenomena with which we have been dealing too closely to the antigen-antibody model. Donc voilà l'influence très forte de l'immunologie de son temps. Rather than trying to force all biological specificity into immunological compartment, we might have to consider the latter as merely a special case of a more universal biological principle. Vous voyez, on cherche le principe universel à cette époque, namely molecular killer configuration as a mechanism of selectivity. Donc c'est cette raison pour laquelle Paul Weiss a été très influent de son temps. C'est la proposition d'un modèle moléculaire potentiellement universel d'interaction sélective. Cette notion nous paraît tout à fait évidente pour nous aujourd'hui, mais il est important de se remettre dans la peau des chercheurs de son temps. La deuxième citation que je trouve encore plus innovante de son temps est celle-ci. These relations, sous-entendu les interactions moléculaires, will have to be viewed as dynamic rather than static and as statistical rather than rigidly fixed. Vous voyez que nombre de biologistes, avant qu'ils n'interagissent fortement avec les chimistes ou les physiciens, ont une tendance à penser selon des schémas fixistes. Le schéma fixiste a toujours été difficile de toute façon pour les biologistes, penser à l'évolution, penser aux processus moléculaires associés à la reconnaissance sélective. Et finalement, dans les années 40, Paul Weiss met en avant l'importance des interactions, du caractère statistique et labile des interactions. Et cette notion de labilité des interactions, vous verrez qu'elle a un rôle extrêmement important dans la façon de penser de façon adéquate les processus d'adhérence jusqu'à aujourd'hui. Un immense chercheur dont certains attendaient que je parle, et nous allons beaucoup en parler, Johannes Hollfretter, chercheur allemand, qui écrit en allemand jusque pendant la guerre, jusqu'en 1939, et extirpé de l'Europe nazie de l'Allemagne nazie et de l'impact en Europe via l'Angleterre, arrive au Canada et finalement est hébergé à McGill University et aura eu des contributions absolument majeures au phénomène d'affinité et de reconnaissance spécifique cellulaire. Je mets en avant en 1948 un article qui fait directement référence à Paul Weiss. Hollfretter, chercheur prolifique, s'est interrogé sur les propriétés de reconnaissance cellulaire et en particulier a publié cet article très intéressant dans lequel il s'interroge au processus se passant à la surface des cellules, à la membrane cellulaire. Ce n'est pas l'article le plus connu de Hollfretter, mais dans lequel il s'interroge aux mécanismes qui permettent à, ici non pas des cellules, mais des structures biochimiques que l'on prépare à partir de protéines qui forment en fait ces espèces d'agrégats qui ont des configurations très proches d'agrégats cellulaires. Et il s'interroge au processus de surface nécessaire à cela, et notamment met en avant l'idée d'adhérence sélective à la surface entre les membranes cellulaires. Et la mention explicite qu'il fait de Paul Weiss n'est pas une affirmation, mais finalement une interrogation. It is not known whether this manifestation of a selective adhesiveness result from a molecular lock and key mechanism of the naked cell surface, référence à Weiss 1941, or from the interference of specific cementing substances. Et finalement, je trouve intéressant qu'à cette époque où Hollfretter, qui a eu un impact décisif dans l'évolution, dans la compréhension des processus d'adhérence, fait une référence sélective, spécifique aux travaux de Paul Weiss, qui fait l'effort d'une théorie moléculaire et le pense en termes statistiques plutôt que déterministes. Donc Hollfretter va nous occuper pendant quelques temps maintenant, parce que des articles fondamentaux pendant la guerre, en particulier celui-ci publié en 1939, que je n'ai pas pu lire parce que je ne suis pas assez fonctionnel en allemand, mais qui néanmoins utilise ce terme Gewebeaffinität, qui est en fait le concept d'affinité tissulaire, qui sera un thème qu'il va développer, et nous allons étudier abondamment un article en particulier de 1955. Nous quittons les éponges et étudions maintenant les amphibiens, organismes majeurs à cette époque, et Hollfretter étudie en particulier cette grenouille que l'on voit à droite, et s'intéresse au concept d'affinité tissulaire
en faisant des expériences telles que représentées ici. Toutes les études d'Holfreter sont faites à partir de dessins qui sont censés représenter la réalité. Il n'y a pas encore de photographie. On verra qu'il y a une certaine idéalisation des processus, mais néanmoins, un certain nombre de notions fondamentales qu'il a développées ont eu, outre une influence, s'avèrent également à terme tout à fait correctes. Donc ici, nous voyons une expérience typique de greffe dans laquelle un morceau d'endoderme, observé ici, est mis à la surface d'un autre endoderme, et l'on voit en quelques heures qu'il y a mélange de ces deux populations de cellules, de sorte qu'à la fin, il est impossible de distinguer les deux populations de cellules. Il y a donc miscibilité, si l'on veut, dans cette expérience de recombinaison. Endoderme, endoderme. Il y a également des combinaisons hétérologues dans lesquelles un morceau d'endoderme avec à sa surface le manteau, ce qui s'appelait souvent côte à cette époque, était en fait de l'ectoderme, dans lesquels les cellules de l'endoderme se mélangent comme on l'a vu précédemment, mais l'ectoderme reste à la surface et donc non miscible aux cellules d'endoderme. Voilà le type d'expérience typique observée par Holfreter pendant la guerre et qu'il a utilisé très souvent pour développer le concept d'affinité tissulaire. L'article fondamental qui est souvent cité, mais à vrai dire difficile d'accès, est l'article de Townes et Holfreter de 1955, qui en fait est la thèse de Philip Townes, dans laquelle il va utiliser toute une série d'amphibiens, et en particulier et principalement Ambystoma punctatum et cette grenouille, pour observer de façon très étendue le phénomène de ségrégation entre populations cellulaires ayant des origines développementales distinctes. Et en particulier, le thème sous-jacent, nous allons donc présenter ce système expérimental, prenant donc des gastrulats de ces amphibiens, il peut prélever donc l'épiderme ou la plaque neurale et les réassocier sur des hôtes et voir le dessin cellulaire. Voilà des expériences réalisées à partir de tissus entiers sur des hôtes. L'autre type d'expérience complémentaire est représenté ici. Il s'agit de dissocier un tissu entier, de lui permettre de se réagréger, donc en suivant l'approche expérimentale venant des études sur les éponges que nous avons vues, et de voir quels sont les phénomènes de ségrégation qui s'opèrent. Et nous verrons que les comportements des tissus entiers et le comportement des cellules individuelles réagrégées suivent des lois invariantes de réorganisation qui donc vont interroger évidemment Holfreter et son collègue Philip Townes et l'amener à développer une théorie de ce processus. Les deux questions sous-jacentes qui sont la trame de fond conceptuelle aux études de Townes et Holfreter sont les contributions de la motilité cellulaire, très bien connues et qu'Holfreter lui-même avait beaucoup caractérisé, et le processus d'adhérence entre cellules, qui, comme on l'a vu, était une notion très présente dans l'esprit des scientifiques de cette époque. Et il convient, en lisant cet article, finalement, de ne pas voir simplement je dirais presque la caricature qui en est faite lorsqu'aujourd'hui cet article est cité. J'ai en fait redécouvert cet article que je n'avais même découvert, je ne l'avais pas lu en entier, et je vais essayer de faire une description à la fois aussi complète et donc complexe qu'elle s'offre à la lecture, pour ne pas en faire une caricature, parce qu'Holfreter est un chercheur qui s'avère beaucoup plus riche que le message finalement simple qu'on en extrait. L'observation fondamentale d'Holfreter est qu'il y a une réagrégation très rapide de ces cellules. Donc on va avoir ce phénomène de dissociation. Les cellules de la plaque médulaire, plaque neurale à l'époque, on l'appelait plaque médulaire, épiderme, sont d'abord dispersées de façon aléatoire, puis se réassocient pour donner en fait une séparation complète entre le tube neural et l'épiderme autour. D'accord ? Les observations sont précisées ici. Il y a donc une réagrégation rapide. Et il observe, on le voit très bien sur ce dessin, une élongation des cellules qui donneront naissance au tube neural, les cellules en blanche. La migration de ces cellules-là suit en fait une direction différente. Il y a migration centripète des cellules formant la plaque neurale, en blanc, et une migration centrifuge des autres cellules. Et il y a un phénomène de tricellulaire qui s'effectue selon l'identité des cellules. Et à terme, une séparation très nette entre les deux tissus. Et donc on voit donc ici, à l'œuvre, les deux processus de ce qu'il interprète comme une migration, faute de le voir en temps réel, il n'y avait pas de vidéo à cette époque,
et un processus de ségrégation ultime. L'interprétation qu'en font Towns et Hohlfreiter est un mouvement en fait, qui est spécifique des différentes populations cellulaires, qui est déjà à l'œuvre dans les premiers instants de la ségrégation, qui est sélectif parce que les cellules ont une migration centrifuge ou centripète, et deux formes d'adhésion, d'adhérence en français, une adhérence initiale qui est non spécifique et une adhérence finale qui est spécifique du type cellulaire. Ces expériences, donc nous avons vu cet exemple-là, on peut le voir maintenant dans les cas même un peu plus compliqués où trois types cellulaires sont mélangés, dans lesquels on voit, alors ici vous avez une représentation schématique de la formation du tube neural extraite de cette revue, dans laquelle vous voyez des cellules présentes formant un tissu à la surface, un épithélium, donne une invagination dans laquelle le tissu neural, la plaque neurale en violet, est séparé par des plis neuraux en vert, représentés ici, et l'épiderme en bleu dans la partie plus latérale, avec ce phénomène de séparation. Voilà le processus développemental naturel. Voici le processus expérimental non naturel, qui d'ailleurs était l'objet de critiques à cette époque. Que nous disent ces processus artificiels de tri cellulaire du processus naturel? Ce que vous voyez, c'est que donc l'épiderme se retrouve en surface, comme dans le cas sauvage, le tube neural se retrouve à l'intérieur, et les cellules issues en fait du pli neural forment des cellules moins organisées qui, d'ailleurs à terme, comme vous le savez, donnent naissance aux crêtes neurales, donc des cellules qui ont un comportement mésenchymateux, motile très différent. Donc, à défaut de reproduire exactement la configuration sauvage, on voit néanmoins un phénomène de ségrégation progressive qui est à une certaine conformité à ce qui se passe au cours du développement. Le point important est que finalement, que l'on s'intéresse à des expériences de tri cellulaire dans lesquelles les cellules sont dissociées, qui forment ces trois populations de cellules bien ségrégées les unes des autres après un certain nombre d'heures de développement, ou que l'on parte de tissus entiers, de greffons de tissus, on arrive à des configurations finales qui ont de grandes ressemblances. Vous voyez ici que l'on prend dans cette expérience le tissu neural, plaque neurale entourée de tissus correspondant au pli neural, et on voit ici donc un processus d'invagination qui, ultimement, et d'enveloppement qui donne naissance à une configuration tube neural au centre recouvert par ce tissu, très proche de ce qui se passe lorsque les cellules sont séparées les unes des autres. Et donc finalement, les cellules se séparent et se réorganisent selon des configurations qui ressemblent au développement embryonnaire quasi normal. Avec les deux points importants, c'est l'étalement du tissu et l'invagination du tissu, donc les deux processus tissulaires observés. Hohlfreiter critique, ou plutôt falsifie un certain nombre d'hypothèses qui étaient avancées à son époque. Tout d'abord, la contribution des divisions cellulaires. Il n'observe pas de division cellulaire. Il est difficile d'apprécier la force de son argument, mais en tout cas, voilà une hypothèse qu'il récuse fortement dans cette étude. L'autre hypothèse extrêmement intéressante est celle en fait de la tension du cortex de cette couche extérieure. Lewis avait présenté en 1942 un article extrêmement intéressant dans lequel il caractérise ce qu'il appelle le plasmagel, c'est-à-dire une surface visqueuse qui forme une espèce qui a des propriétés donc visco-élastiques, qui est présentée dans cet ouvrage édité par Seifried, que je recommande à votre lecture, et qui caractérise en fait, dans le contexte de la locomotion cellulaire, la division cellulaire, des propriétés de viscosité du cortex des cellules, et qui en fait a un impact à cette époque parce qu'elle offre le moyen de mettre en évidence à la surface des cellules un cortex, dont nous allons reparler, qui à cette époque n'est pas caractérisé par ses propriétés de contractilité active, mais par ses propriétés élastiques et de viscosité. Voilà les premières mentions de ce genre de propriétés dès les années 1942-1947. Donc, connaissant en fait cette théorie, Hohlfreiter, qui lui-même a caractérisé un manteau élastique à la surface de l'embryon des amphibiens,
récuse d'une façon difficilement compréhensible la contribution de ce manteau élastique au processus de ségrégation. Et la raison pour laquelle il récuse, voilà une citation, de toute façon, les cellules individuelles, qu'elles soient recouvertes d'un manteau élastique ou non, ont les mêmes propriétés de ségrégation. On voit peu les données expérimentales à l'appui de ce genre d'exclusion. En fait, la notion de tension corticale et donc d'élasticité du cortex, comme on le verra au fur et à mesure, joue un rôle absolument déterminant dans le phénomène de tri. Mais néanmoins, à cette époque, l'hypothèse, quoique mentionnée par Hohlfreiter et d'autres de ses contemporains comme Lewis, en fait, est exclue très tôt de ces études. Au surplus, il considère que cette propriété élastique du cortex, qu'il connaissait et qu'il a lui-même étudiée, jouerait un rôle de coordination dans les processus d'épibolie ou d'invagination, mais pas un rôle sélectif dirigé. Voilà. Donc finalement, on voit que en excluant cette hypothèse du rôle de la tension corticale, il met en avant les processus d'adhérence et les processus de migration cellulaire. Donc voilà, la conclusion principale, c'est que finalement, on peut le présenter comme un biais, sans doute d'interprétation, mais néanmoins, c'est sans doute l'hypothèse majeure qu'Hohlfreiter soutient, c'est le rôle de la locomotion cellulaire, représentée ici par ces flèches, qui est vraiment une interprétation d'un processus, comme processus actif, joue un rôle important dans la ségrégation cellulaire. Sans doute, il faut encore reconnaître que sans doute Hohlfreiter était peu à l'aise avec l'idée qu'un processus d'adhérence qui porte en lui des notions de passivité et d'interaction spécifique n'était pas adéquat pour décrire ce qu'il percevait lui comme un processus actif. Et sans doute, il conférait à la migration cellulaire cette propriété active qui manquait tant au modèle d'adhérence de son temps. Et nous verrons dans le dernier cours sur l'adhérence que oui, l'adhérence est un processus actif, mais qu'il fallait des années pour arriver à saisir cette notion à un niveau moléculaire. Donc, interrogeons-nous un instant maintenant sur la réflexion conduite par Hohlfreiter pour comprendre les forces actives qui sont au cœur du processus de tri cellulaire. Le premier est que c'est un processus actif, voilà une notion importante, qui est donc soutenu par la motilité cellulaire. Ce qu'il propose, c'est qu'il existe une tendance spécifique des types cellulaires de migrer de façon centripète ou centrifuge, et que les cellules, pour cela, répondent à un gradient chimique, représenté en bleu, un gradient de chimiotactile, dans lequel les cellules, certaines seraient attirées vers la partie haute du gradient, et d'autres auraient un comportement centripète. Voilà une hypothèse d'interprétation. Et il interprète lui-même cela comme, dans le contexte de la motilité cellulaire, comme un gradient de tension de surface. Alors, la notion est plus ou moins bien définie, mais il est important de voir que Hohlfreiter, tout en étant un défenseur du rôle central de la migration cellulaire par rapport à l'adhérence spécifique dans le processus de ségrégation, n'oublie pas le concept de tension de surface, simplement il l'associe à un autre processus que celui de l'adhérence. Et en particulier, il propose, on peut le voir dans cette phrase, un gradient de tension, a gradient of interfacial tension between inside and outside of the embryo. The cells or cell masses will move toward the surface tension lowering gradient. Voilà un extrait de cet article. Ce qui donne, à mon avis, une notion importante, permet de voir que la notion de tension de surface, quoique non associée au processus d'adhérence, est une notion très présente dans l'esprit de Hohlfreiter à son époque. Le point extrêmement original et qui rappelle évidemment l'étude de Lewis que j'ai présenté tout à l'heure, est le fait que, selon lui, le processus de migration se fait à l'encontre d'un processus d'adhérence qui résiste les déformations, dans lequel les interactions sont labiles, non spécifiques, et l'objet de molécules qui sont très mobiles à la surface des cellules. Et on voit ici donc, la citation dans cet article. It becomes evident once more that the molecular bonds involved in these early, temporary, and indiscriminate cell adhesions are extremely labile, and as such not comparable to the bonds involved in antigen-antibody reactions. Et en fait, on voit bien que, vous vous souvenez, dans ces études, il distingue une étape précoce d'adhérence non spécifique, qui fait donc l'objet d'interactions très labiles, dans lesquelles les molécules sont mobiles, très conformes à l'idée de Lewis, et un processus plus tardif de ségrégation,
qui lui est sélectif. Le deuxième point, après ce processus actif de motilité qui se fait contre une adhérence non sélective, est un processus passif d'adhérence intercellulaire. Donc la première phase, nous l'avons vu, c'est une adhérence non discriminante entre des cellules qui ont à leur surface un certain nombre de molécules qui ont des interactions de faible affinité, et un stade tardif dans lequel les processus d'adhérence sont tissus spécifiques et peuvent varier de façon quantitative. On va voir l'importance. C'est une notion qui est présentée explicitement par Hohlfreiter, variation quantitative de l'adhérence, alors que, nous allons le voir, on attribue exclusivement à Steinberg l'invention de cette notion, même si, évidemment, c'est Steinberg, nous allons en parler bientôt, qui a été le présentateur le plus éloquent de cette notion quantitative. Et vous voyez ici, « It is the fact that adhesiveness between different tissues may vary in degree ». Donc la notion quantitative. Très important, je pense, de se rappeler de cette notion. Et évidemment, en s'inspirant du travail de Weiss, il s'appuie sur un mécanisme de key lock, de reconnaissance moléculaire qui s'appuie sur les théories d'interaction chimique et de structures en fait, moléculaires qui sont la base de la reconnaissance moléculaire avancée par Pauling à cette époque, et l'idée de liaison extrêmement labile avec la mobilité moléculaire. Donc, vous voyez, à la fois un ancrage chimique tout à fait pertinent et la reconnaissance de possibilités de degrés, donc de force d'adhérence intercellulaire. Mais finalement, toutes ces propriétés sont passives au sens où elles n'accordent même pas de sélectivité au processus. Le processus de sélectivité est actif et dirigé par la motilité cellulaire. Voilà ce qui, à mon avis, permet de faire une synthèse honnête des différentes questions proposées et discutées par Hohlfreiter. Donc finalement, dans ce contexte, nous voyons un rôle central de la motilité cellulaire, l'hypothèse d'un gradient de chimiotactisme qui suppose l'existence possible d'une tension de surface au niveau cellulaire, reconnue par les cellules et qu'elles suivraient pour migrer dans une direction du gradient ou une autre, et l'idée d'une adhérence sélective tardive qui apporte la stabilisation des configurations, mais non pas l'émergence de cette séparation de phase dans les processus. Voilà. Directed movements, emergence of selectivity of cell adhesions, très tardivement. Et il me semble donc que les deux notions importantes qu'il convient d'extraire des études de Hohlfreiter et de cet article est l'idée que la motilité cellulaire est découplée du processus d'adhérence, et sont tout à fait claires. Et la deuxième, c'est que la notion d'adhérence elle-même est découplée du processus de tension de surface. La tension de surface existe, mais elle joue un rôle pour la motilité cellulaire, non pas pour l'adhérence. Voilà. Et on va voir en fait que c'est précisément cette notion-là qui sera réassociée dans les travaux qui vont suivre, les travaux qu'a inspiré Hohlfreiter et qui sont ceux des travaux de Steinberg. Donc nous en venons maintenant finalement à un élément central dans l'évolution des concepts d'adhérence qui est fait mettre l'émergence d'un modèle thermodynamique de l'adhérence. Et je veux ici donc citer le travail de Miles Steinberg, qui publie en 1963 un article extrêmement influent dans Science, dans lequel il part des observations de Hohlfreiter et propose une interprétation très différente. Donc Hohlfreiter souligne le rôle de la motilité cellulaire, Steinberg simplifie un tout petit peu la complexité de l'argument d'Hohlfreiter, et Steinberg met en avant le fait que la motilité cellulaire n'est pas dirigée, mais elle est aléatoire, et qu'il y a une stabilisation sélective par l'adhérence. Voilà le renversement majeur apporté par Steinberg dans l'interprétation de ces expériences. Le processus de tri repose sur une différence quantitative dans le processus d'adhérence, qui n'est pas simplement confiné à des processus de reconnaissance qualitative conforme à l'idée de spécificité ou d'affinité qui était présente dans les études qui l'ont précédé, et le fait que les cellules, à ces temps très longs, se comportent de fait comme des fluides
on peut les modéliser comme des fluides. Donc, si vous voulez, les deux tournants majeurs de Steinberg sont l'inversion du rôle de l'adhérence par rapport au processus de migration dans la ségrégation des cellules, et deuxièmement le fait qu'il y a un effort exclusif de penser l'adhérence, non pas en termes simplement qualitatifs comme ses contemporains le faisaient, mais en termes quantitatifs. Et voilà la notion fondamentale que nous allons détailler. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne seraient pas très familiers des notions de tension de surface, énergie d'interface, en fait, ce sont les deux processus, ce sont deux notions qui sont identiques. On peut voir donc l'énergie d'interface comme le résultat de la maximisation des forces intermoléculaires qui en fait minimisent l'énergie libre de surface. Et en fait, à la surface donc, de ce fluide, donc, dans lequel les molécules interagissent par une multitude d'interactions représentées par ces flèches noires, à l'interface, il y a une anisotropie des forces d'interaction qui est associée donc à une augmentation de l'énergie d'interface par rapport à la partie plus centrale du fluide. Et donc la minimisation de l'énergie libre de ce système cause une minimisation de la surface. Et on peut donc simplement décrire la quantité de travail réversible pour modifier la surface comme donc un multiple de la variation de surface. Et K est donc l'énergie interfacial energy en joules par mètre carré, donc une énergie divisée par une surface, et c'est ce qui donc se décrit aussi comme une tension de surface en newton par mètre, la même notion, et qui dérive directement de l'énergie libre, de la différence d'énergie libre entre ce qui se passe à la surface et l'intérieur du fluide. Et c'est la conséquence directe du mouvement net des forces moléculaires représentées ici en rouge, dirigées vers l'intérieur du fluide. Donc, cette notion a été donc très familière des gens de cette époque pour expliquer le comportement des fluides, une goutte d'eau ou peu importe le fluide en question. L'originalité de Steinberg est de l'appliquer à des ensembles de cellules formant un tissu et de considérer que sur les temps longs, cette notion de tension de surface est tout à fait adéquate pour penser le processus d'adhérence. La notion de tension de surface, en fait, est très ancienne dans la littérature biologique et présente dès entre les deux premières guerres, entre les deux guerres, mais elle n'était pas du tout associée aux études sur l'adhérence cellulaire. Les expériences d'association entre des gouttes d'huile et des embryons d'oursins montraient en fait, qu'il y avait donc des propriétés de tension de surface qui permettaient de décrire les comportements de fusion entre cellules et gouttes de fluide, mais ce n'était pas dans un contexte où l'on pensait l'adhérence cellulaire. L'originalité de Steinberg est de l'associer au concept d'adhérence. Et donc plus précisément, Steinberg développe l'idée que les cellules d'un tissu se comportent donc comme un fluide au temps long, même s'il reconnaît évidemment que les mouvements cellulaires sont actifs, on peut dire que c'est un fluide actif, Steinberg était tout à fait conscient de cette notion-là. Et deuxième point, la minimisation donc, de l'énergie libre de gouttelettes de liquide ou d'agrégats cellulaires prédit l'organisation à un équilibre thermodynamique local dans ces systèmes. Et le troisième point donc, que met en avant Steinberg est l'idée que l'énergie libre d'interface tissulaire est la résultante d'interactions, d'adhérence entre cellules. À l'époque, on ignorait totalement la nature des molécules d'adhérence, bien entendu. Et plus précisément, il raisonne à partir de la notion de travail d'adhérence réversible, qui est en fait le travail effectué pour la production d'une adhérence par unité de surface entre deux phases de fluide. Donc ça, c'était donc le travail d'adhérence entre deux phases, et il développe aussi la notion de travail de cohésion lorsque l'on considère une seule phase. Et finalement, le type de description qu'il présente est représenté ici. On voit donc ici le travail de l'adhérence entre les entités A et B. Si elle est supérieure ou égale à la moyenne des travails d'adhérence de cohésion de l'entité A et de l'entité B, alors il n'y a pas de tri cellulaire. C'est ce qu'ils observent dans les configurations où il n'y a pas de tri. En revanche, si ce travail d'adhésion est inférieur à la moyenne des travails de cohésion, à ce moment-là, suivant les cas, les valeurs respectives de ces différents
travail d'adhérence et de cohésion, on observe des conformations dans lesquelles A se retrouve au centre, entouré par B, enveloppé par B. Donc c'est lorsque le travail d'adhérence de A est supérieur au travail de cohésion de A est supérieur au travail d'adhérence de A avec B, et inversement, lorsque le travail de B est supérieur maintenant au travail d'adhérence entre A et B, donc à l'opposition ici, au lieu d'avoir un enveloppement, on a une séparation de ces deux fluides. À partir de cette description, voici un schéma qui permet de réunir la réflexion fondamentale de Steinberg sur le phénomène de tri cellulaire. Il représente ici en abscisse le rapport entre les deux travails de cohésion entre A et B, et il représente en ordonnée ici n'importe quelle autre valeur du travail d'adhérence. Et l'on voit ici que, par exemple, pour une valeur de ce ratio de 3, fixant le travail de B à une valeur de 1, on peut voir que, suivant, donc voilà si les deux valeurs données, 1 et 3 dans cet exemple, suivant le travail d'adhérence intercellulaire A et B, on peut prédire donc les configurations obtenues. Et si jamais il est supérieur à 2,1, à ce moment-là, il y a miscibilité entre les deux entités, il n'y a pas de tri cellulaire. Si la valeur est inférieure à 2,1, à ce moment-là, on a enveloppement complet. Et s'il est inférieur donc à 1, à ce moment-là, on observe une ségrégation complète des deux entités. Donc voilà le genre de raisonnement qui permet de réunir l'idée que la valeur respective des travails de cohésion et d'adhérence entre les entités A et B permet de prédire les structures d'enveloppement ou de tri cellulaire. Mais le point important de Steinberg est de développer l'idée que ce n'est pas tant des notions qualitatives mais quantitatives qui président dans ce phénomène. Et pour cela, il développe une hypothèse dans laquelle il n'y a pas de spécificité d'interaction moléculaire, mais simplement une molécule d'adhérence qui va être présente à des concentrations différentes dans les cellules A et B. Et il développe un modèle extrêmement simple, on dirait même presque rudimentaire, dans lequel il décrit le travail de cohésion comme une fonction simple des densités à la surface des molécules à la surface de l'entité A, des cellules A, FA, ou à la surface des cellules B, FB. Et donc le travail de cohésion sera un multiple en fait, du produit de cette densité de ces molécules, FA au carré, et réciproquement donc, pour le travail de cohésion pour les cellules B. Et le travail d'adhérence A et B sera donc décrit comme celui. Et l'on voit donc dans ce modèle-là, très simplement, que le travail d'adhérence entre les cellules A et B est le produit des racines carrées du travail de cohésion de A et de B. Il s'ensuit donc de façon très logique, en prenant la convention que le travail de cohésion de A est supérieur à B, hypothèse totalement conventionnelle, on a donc cette relation entre les densités A et B, et de façon immédiate, on a ce genre de rapport qui permet donc de retrouver naturellement que la valeur moyenne du travail de cohésion de A et B est supérieure ou égale au travail d'adhérence entre A et B, supérieur donc au travail de cohésion de B. Et c'est exactement cette configuration qui, nous l'avons vu précédemment, permet de prédire l'enveloppement des deux tissus. Donc si vous voulez, à partir d'un raisonnement assez simple, en partant d'une seule molécule et en voyant simplement des variations de densité de molécules et en calculant d'une façon assez simple les travails de cohésion et d'adhérence qui résultent de ces densités différentes de molécules à la surface, il se découle naturellement une variation de relations différentes entre ces différents travails de cohésion et d'adhérence qui permet de prédire les comportements d'enveloppement des tissus. Voilà. Donc cette configuration est exactement celle qui prédit, dans le schéma que nous avons vu, les structures d'enveloppement vues ici. Et dans ce schéma, on voit ici la ligne correspondant à la valeur du travail d'adhérence entre A et B, racine carrée de ce produit, dans lequel il n'y a pas de spécificité d'adhérence. Et finalement, le raisonnement original et intéressant de Steinberg est finalement de voir ce que l'on peut prédire du comportement des cellules lorsque l'on oublie des notions de spécificité entre des molécules et l'on ne retient qu'un paramètre quantitatif qui se décline en termes de densité de molécules à la surface et en calculant les énergies de cohésion et les énergies d'adhérence intercellulaire. Voilà le résultat central du travail de Steinberg de 1963, je pense le résumé le plus important. Et finalement, on en voit dans le dernier paragraphe de cet article
un résumé extrêmement simple. While adaptiveness brought about through evolution appears complex, the adaptiveness which makes evolution possible is born of simplicity. On revient toujours à cette notion de recherche de notions potentiellement universelles et de paramètres plus simples. The entire genetic code, and more, is expressible with an alphabet containing only 4 elements. It would appear that a not inconsiderable amount of information required to produce, through morphogenetic movements, the anatomy of a body part may be expressed in a code whose sole element is quantity, more versus less. Et je pense qu'il faut saluer l'effort de Steinberg d'oublier ou de dépasser les notions qualitatives qui finalement vont à l'encontre de ce que je montrais comme, en tout cas, une forme de manifeste que les physiciens et les biologistes suivent aujourd'hui, qui est la recherche de paramètres en quantité limitée qui décrivent et prédisent adéquatement le comportement du système, par-delà l'immense hétérogénéité des molécules qui sont présentes en raison de l'évolution dans les cellules et qui, en fait, empêchent le travail de simplification et d'unification. Et finalement, la contribution majeure de Steinberg est d'avoir identifié un paramètre quantitatif émergent des interactions entre molécules et qui se définit en termes de travail d'adhérence intercellulaire. Je pense que c'est la citation finale de son article qui me semble tout à fait remarquable. On voit ici une photo que je présente parce qu'elle réunit les deux personnages dont nous avons parlé ces dernières 15 minutes. On voit ici donc, la différence d'âge entre Miles Steinberg, qui doit avoir une quarantaine d'années, même moins une trentaine d'années, nous sommes en 1971, et Holfreter, qui était déjà un homme assez âgé. Bon, nous avons vu que ces deux personnes n'étaient pas tout à fait d'accord sur l'interprétation des mêmes expériences, mais enfin, il y avait une certaine bonhomie dans leurs interactions. Et voilà le contexte de ces recherches à Woods Hole en 1971. Donc, maintenant, nous allons voir d'une façon un peu critique les observations qui soutiennent, qui sont en faveur du modèle d'adhérence différentielle, donc proposé par Steinberg, et puis ensuite aller vers une approche plus critique de ce processus. Donc la première est que finalement l'hypothèse d'adhérence différentielle de Steinberg doit suivre une loi de transitivité, à savoir qu'elle suivant un paramètre purement quantitatif, si les cellules A se retrouvent à l'intérieur enveloppées par des cellules B dans le phénomène de tri et B en fait se retrouve à l'intérieur de cellules C qui forment donc l'enveloppe, alors A se retrouvera dans une conformation à l'intérieur d'une enveloppe formée par la cellule C. La deuxième, et donc les observations expérimentales montrent ce genre de comportement à partir de tissus d'origine embryologique différente. La deuxième observation qui va en faveur de l'hypothèse d'adhérence différentielle est que celle-ci est indépendante des configurations initiales. Pourvu que les cellules puissent lire l'adhérence avec leurs voisines en explorant de façon aléatoire l'espace dans lequel elles se situent, les cellules vont se retrouver dans des configurations finales identiques. Et vous vous souvenez en particulier que Holfreter avait observé que des cellules totalement dissociées ou des greffons, donc de morceaux de tissu, donnent souvent naissance à des configurations finales très proches ou identiques. Troisième observation, donc, qui vient d'expériences faites par Steinberg en 1969, qui montre que la résistance à la compression, faite par des expériences de centrifugation d'agrégats de cellules, qui est donc une mesure de la cohésion et donc de la valeur WA ou WB que j'ai présentée précédemment, doit être reliée directement au comportement de tri cellulaire. Et donc les expériences faites par Steinberg et son collègue à cette époque étaient donc de centrifuger des cellules et de voir les tissus qui étaient plus ou moins cohésifs à partir des configurations qu'ils adoptaient après un certain temps de configuration. Et de fait, il a observé qu'il y avait une relation très claire entre la résistance à la compression, et donc ce qui est relié d'une façon ou d'une autre au travail de cohésion, WA et WB, et les comportements de tri cellulaire. Donc, finalement, une mesure indirecte qualitative, ou plutôt relative de WA et WB, qui, on l'a vu dans la théorie prédit des comportements d'enveloppement, est directement relié au phénomène de tri cellulaire. Donc voilà
en tout cas des observations qui sont en faveur de l'hypothèse d'adhérence différentielle. Nous savons tous, expérimentalistes, que le meilleur parti à prendre pour avancer n'est pas de trouver des observations qui sont en faveur d'une hypothèse, mais plutôt une falsification d'une hypothèse. Et finalement, on voit que Steinberg a suivi très fortement des hypothèses de cohérence avec sa théorie, en laissant un peu sur le côté des alternatives que nous allons voir, qui se prêtaient éventuellement à une falsification ou non. Et le point important qu'il convient de voir, c'est que autant Steinberg met en avant l'importance de la tension de surface comme propriété essentielle dans le comportement de ces fluides au temps long, et qu'il relie directement à l'adhérence intercellulaire, néanmoins, il ne démontre pas que cette propriété de tension de surface est une propriété de l'adhérence entre les cellules, parce que sans doute il ne pouvait pas le faire. Alors, les années suivent et Steinberg a développé des outils expérimentaux assez remarquables qui lui permettront de mesurer la tension de surface. Et je voudrais ici citer un article qui en fait présente ce tensiomètre qui permet de mesurer donc, la tension de surface. On met des agrégats de cellules entre deux plaques et à la partie supérieure, il y a une balance qui en fait mesure le poids apparent exercé. Et lorsque on remonte l'agrégat de cellules contre cette plaque, il y a une baisse d'abord rapide du poids apparent, lié au fait qu'il y a donc lié à la compression apportée par le tissu, mais les changements de conformation internes à ce tissu sous compression va amener en fait une restauration du poids apparent initial jusqu'à une valeur plateau qui ne correspond pas donc à la valeur initiale. Et c'est ce genre d'observation qui lui permet de mesurer donc les forces exercées à l'équilibre par ce tissu sur la plaque supérieure. Et on voit bien ici donc l'adoption surtout d'un comportement à l'équilibre qui légitime finalement sur des temps longs une approche thermodynamique. Et selon les arguments géométriques développés dans cet article, il en extrait une formule qui relie la tension de surface sigma à la force exercée sur la plaque supérieure en fonction des paramètres géométriques, notamment les rayons de cet objet, donc qui est l'agrégat de cellules déformé. Et en extrayant les mesures R1, R2, R3 et la force, il en déduit donc la tension de surface. Donc cet article en fait, présente la méthode expérimentale et le modèle géométrique et physique associé dans cet article de PRL. Et après, un article expérimental publié en 1987 dans Development montre l'application de cette méthode. La théorie précède toujours l'expérience, diront certains. En tout cas, on voit ici l'application de cette méthode pour mesurer les tensions de surface de 5 tissus différents. Le bourgeon du membre, l'épithélium pigmenté, le cœur, le foie et la rétine. Et l'on voit ici les valeurs respectives de tension de surface mesurées. Alors, je mets les correspondances en millinewtons par mètre. Ces valeurs, en fait, qui sont assez faibles, finalement, de facteur 2 ou moins, suffisent en fait à créer des structures d'enveloppement totalement prédites par l'hypothèse d'adhérence différentielle. Donc, finalement, par ces expériences, pour la première fois, Miles Steinberg observe des valeurs de tension de surface, les mesure, et les corrèle directement à un phénomène d'enveloppement. Je voudrais maintenant passer un certain temps sur un article que, à vrai dire, j'ai découvert en préparant ce cours et qui me paraît extrêmement intéressant. Il s'agit d'un article de Albert Harris, publié dans le Journal of Theoretical Biology en 1976, qui fait en fait une critique extrêmement approfondie et, à mon avis, totalement pertinente de l'hypothèse d'adhérence différentielle. En tout point, dans cet article remarquablement écrit, il s'avère que toutes les réserves que l'on peut avoir sur l'hypothèse d'adhérence différentielle publiée par Steinberg s'avèrent totalement justes. En fait, Harris a devancé de 40 ans, de 30 ans, ce qui sera découvert donc, dans les années 2006-2007. La revue que nous avons écrite avec mon collègue François Laine en 2007, donc 30 ans après, précisément, sur la base de données expérimentales, légitimait l'importance de la tension de surface décrite en termes de tension corticale, contrôlée par la tension corticale, et nous verrons que c'est une des notions avancées par Harris à cette époque. Donc finalement, Harris reprend donc les notions fondamentales avancées par Steinberg
Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'interroge sur la légitimité de décrire les agrégats de cellules comme des liquides, notamment en essayant de voir les différences qui existeraient. La première est une notion acceptée, reconnue par Steinberg, qui est de dire que les cellules sont des particules actives qui ont une motilité. Voilà l'argument central d'Hofreiter, qui ne voyait là, par la motilité, que les moyens d'une séparation. La question posée par Harris, c'est de savoir dans quelle mesure les agrégats qui sont des systèmes thermodynamiques ouverts permettent de se penser comme des fluides adoptant des configurations minimisant même localement l'énergie. Donc, dans un débat extrêmement important sur l'adéquation des modèles thermodynamiques pour comprendre ces fluides. Et notamment la question de savoir si la configuration finale reflète nécessairement la minimisation de l'énergie libre d'adhérence intercellulaire. La deuxième notion est finalement un peu plus subtile, mais très importante. Steinberg parle du travail réversible d'adhérence intercellulaire, dans lesquels il dit finalement que les forces, comme dans un fluide, les forces qui attirent les molécules ou qui les empêchent de repartir sont exactement les mêmes forces. Ce sont les liaisons hydrogènes, les forces de Van der Waals, les interactions électrostatiques, etc. Mais dans un processus d'adhérence, il n'est pas évident a priori que le travail d'adhérence est totalement réversible. En d'autres termes, que les forces qui attirent les cellules soient les mêmes que les forces qui les empêchent de repartir. Et en particulier, ou formulé de façon plus explicite, le travail d'adhésion n'a aucune raison a priori d'être le même que le travail de déadhésion. Et notamment en prenant en compte le fait que l'adhésion puisse correspondre à un processus de maturation dans lequel, après que les cellules ont été mises en contact, elles soient dissociées par la destruction de liaisons chimiques entre ces cellules ou d'interactions spécifiques intermoléculaires. Et dans ce cas-là, s'il y a un phénomène de maturation des interactions moléculaires à la surface, le travail d'adhésion et le travail de déadhésion ne seront pas les mêmes. Ce qui complique le raisonnement apporté par Steinberg, ou en tout cas amènerait à une reformulation de sa théorie à la lumière de cette notion. Et en fait, comme nous le verrons, effectivement, il y a des processus de maturation extrêmement importants dans les processus d'adhésion, nous le verrons plus tard dans ces cours, et donc cette considération, en fait, est totalement juste. Le quatrième et dernier point est que finalement, l'adhérence est vue, vous vous souvenez, dans la description où il y a une densité moyenne des molécules, FA, FB, de laquelle il dérive un travail de cohésion et un travail d'adhérence WA, WB, WAB, repose sur l'idée d'une valeur moyenne de densité que l'on peut certes extraire d'une cellule, mais lorsque l'on observait les cellules à cette époque, et Harris était très au fait des observations de son temps, l'adhérence n'est pas forcément... les molécules d'adhérence, qu'on ne connaissait pas, mais les processus physiques observables, notamment microscopie électronique de l'adhérence, n'étaient pas uniformes. Nous sommes à un temps où Pallade avait déjà décrit les jonctions adhérentes dans les années 50, et donc on observait que les molécules d'adhérence n'étaient pas forcément distribuées de façon uniforme, ce qui amènerait également une reconsidération en fait, du lien entre densité de molécules et énergie de surface, qui est à mon avis la notion extrêmement importante, qui est finalement simplifiée dans l'argument de Steinberg. Donc sur ces 4 points, je pense qu'il est juste de dire que Harris soulève des points absolument fondamentaux, et sur les 3 derniers, il a tout à fait raison. Ceci m'amène, avant de revenir au processus de tri cellulaire, qui va en fait nous suivre, vous allez voir, pendant les 3 cours. Parce que en fait, cette expérience de tri cellulaire a été le moyen d'une cristallisation des concepts sur l'adhérence absolument fondamentale. Et donc, je préfère choisir un parcours historique, et pour finir ce cours, à grands pas, vous retracer, dans une approche historique, les grandes étapes de la découverte des molécules d'adhérence cellulaire qui en fait concernent les années fin 70, début 80. Et nous finirons par quelques expériences de tri cellulaire où maintenant on pourra manipuler ces molécules d'adhérence et réévaluer l'hypothèse d'adhérence différentielle. D'accord ? Il y a 3 grands personnages qui ont permis la découverte des molécules d'adhérence. C'est d'abord Gerald Edelman, qui avait découvert la structure des immunoglobulines, comme vous le savez.
et qui, vous vous souvenez, nous avons parlé l'importance ou l'influence qu'ont eu les processus d'interaction antigène-anticorps dans la réflexion sur les processus de reconnaissance sélective et notamment sur la réflexion sur le processus d'adhérence. Edelman était lui-même un biochimiste qui avait travaillé au phénomène de reconnaissance spécifique dans le processus immunitaire et qui s'intéresse, ce n'est pas tout à fait illogique, c'est même totalement cohérent, au processus de reconnaissance sélective dans les cellules et donc est parti à la recherche des molécules d'adhérence comme jouant un rôle central dans les processus développementaux. L'autre personnage est Masatoshi Takeichi, qui, comme vous le savez, au Japon, a en fait découvert et même est à l'origine du nom de cadérine, les molécules d'adhérence d'une certaine famille. Et la troisième personne est François Jacob à l'Institut Pasteur et ses collègues. Et je vais donc présenter les recherches parallèles de ces trois groupes qui devront, soupçonnant de travailler sur le même processus, en fait travailler dans une grande partie sur les mêmes molécules. L'approche expérimentale générale de cette époque n'est évidemment pas une approche génétique, mais une approche biochimique dans laquelle on prend des cellules, on observe un phénotype, on purifie une activité provenant de ces cellules, un peu comme dans les expériences sur les éponges dont j'ai parlé en début de ce cours. On produit des anticorps contre une activité, contre ces cellules-là, et on bloque l'activité d'agrégation. Et de proche en proche, on identifie le caractère sélectif de ce processus d'adhérence jusqu'à identifier les molécules. Donc, dans cet article de 1976, Edelman et ses collègues, donc les grands auteurs de cette époque, sont Rotishauser, Jean-Paul Thierry et Blackenbury, avec bien sûr Edelman. Et ce quatuor a identifié en fait ces molécules. Les premières expériences, et donc cet article finalement dresse dans PNAS un modèle moléculaire. Je simplifie l'argument, mais ils observent du milieu de culture de ces cellules des produits de clivage, et notamment cette molécule F2 qui, dimérisée, un anticorps dirigé contre cette molécule F2 empêche le processus de réagrégation cellulaire. Et donc finalement, Edelman et ses collègues proposent l'existence d'un système de reconnaissance symétrique à la surface de ces molécules qui soit à la base du processus d'adhérence. Donc simplement à partir de considérations sur les molécules observées et leurs activités sur les cellules, notamment les activités d'agrégation et l'impact que les anticorps dressés contre ces molécules avaient sur le processus d'agrégation. Et vous voyez ici une expérience caractéristique dans laquelle les cellules sont ici trypsinisées et désagrégées. On les laisse se réagréger en 30 minutes et en présence d'un anticorps dirigé contre une molécule de surface inconnue à cette époque, on voit que le processus d'agrégation est bloqué. Donc une approche purement immunologique du processus. Ce travail que je mentionne en passant identifie de façon plus précise les molécules d'adhérence associées à ce processus. Je voudrais en venir à la deuxième personne qui a joué un rôle majeur dans le processus, dans la découverte des molécules d'adhérence. Il s'agit donc de Masatoshi Takeichi. Montre de façon plus précise que ce processus nécessite la présence de calcium, et plus précisément une propriété très fondamentale, que le calcium, la présence de calcium, protège de l'effet de la trypsine sur la dissociation des cellules. La trypsine dissocie les cellules, mais en présence de calcium, ce processus est inhibé. On voit ici donc une expérience typique d'agrégation, on voit bien l'individualité cellulaire, et l'absence de calcium empêche ce processus de réagrégation. François Jacob et Rolf Kemmler, qui en 1977 avaient travaillé avec François Jacob à l'Institut Pasteur, avaient travaillé sur un processus développemental, lui. Il travaillait sur la formation de l'embryon précoce de souris, notamment dans ce processus de compaction dans lequel l'individualité des cellules est perdue, d'accord ? En enlevant donc la membrane vitelline ici, ces embryons adoptent une conformation quasi sphérique mais pas tout à fait sphérique, et en la présence donc d'un anticorps dirigé contre une cellule, on ne connaît pas encore la cible précise, ce phénomène de compaction est totalement inhibé. On voit ici en fait comme une grappe de raisin. Plus précisément, donc, dans deux articles qui suivent de François Yaffil dans l'équipe de François Jacob,
ils identifient une protéine de surface, une glycoprotéine, GP84, qui en fait antagonise l'effet de décompaction apporté par cet anticorps. Vous voyez maintenant qu'on en avance. On a un anticorps qui bloque le processus de compaction, et lorsqu'on lui ajoute cette glycoprotéine 84, on inhibe l'effet de l'anticorps, ce qui veut dire qu'on a donc identifié l'antigène reconnu par l'anticorps, et donc on approche d'une identification moléculaire du processus d'adhésion. L'activité inhibée est contrecarrée par la présence de son antigène, GP84. Et plus précisément dans cet article en 1981, cet autre article de Yaffil et Jacob, d'abord nomme cette molécule l'uvomorelline. Uvomorelline parce que précisément, donc, il y a un effet sur la compaction de l'embryon. En l'absence de calcium, la compaction disparaît. Et le point intéressant est que l'effet du calcium est proposé comme l'effet du calcium est interprété comme un effet sur la conformation moléculaire de l'uvomorelline, et l'effet protecteur sur la trypsinisation est lié justement en fait, à une conformation spatiale qui empêche la trypsine son activité sur la molécule d'adhérence, l'uvomorelline. Donc cet article finalement relie l'idée d'une reconnaissance spécifique à la surface, l'effet du calcium, induisant un changement de conformation qui effectivement est connu à ce jour. Très peu de temps après, on voit donc dans les cellules en culture l'effet de l'anticorps sur l'organisation des cellulaires. On voit ici des cellules totalement dissociées en présence de l'anticorps dirigé contre cette glycoprotéine. Et plus précisément, cet anticorps marque les interfaces cellulaires. Voilà. Donc là, il y a vraiment donc, la confirmation que cet anticorps reconnaît une molécule de surface impliquée dans les processus d'adhérence cellulaire. Barry Gumbiner, qui était donc, à cette époque étudié donc, les épithélia, montre que cette molécule uvomorelline joue un rôle très important, non pas simplement dans les processus d'adhérence de cellules qui ne sont pas strictement épithéliales au sens où elles forment une monocouche, mais dans les monocouches en culture qu'il étudiait. Suite à son travail avec Kai Simmons à l'EMBL, Barry Gumbiner montre que cette molécule d'adhérence, l'uvomorelline, est impliquée dans la formation et le maintien des complexes jonctionnels des cellules épithéliales, qui montrent en fait, vous voyez qu'il y avait des équipes qui travaillaient sur des processus très distincts, la rétine et le cerveau chez Edelman, les cellules en culture chez Takeichi, et chez François Jacob, l'embryon précoce, et en fait toutes ces personnes travaillaient sur le même processus, c'était les mêmes molécules en fait qui étaient derrière ce processus, y compris dans les cellules épithéliales étudiées dans les cellules MDCK. Donc vous voyez, à l'époque, les biologistes petit à petit, ont montré que derrière ce processus très divers, il y avait unité de la structure moléculaire. L'étape clé et finale de ce parcours rapide historique est l'identification et le clonage. Donc là, nous sommes dans les années 80, l'année des clonages, la décennie du clonage moléculaire des gènes de développement et de molécules aussi importantes que les molécules d'adhérence. Takeichi montre que des cellules en culture dans lesquelles il transforme ces cellules par l'expression de la cadérine, E-cadérine, induit donc la formation d'associations intercellulaires de mini-agrégats. Donc finalement, voilà la preuve qu'une molécule d'adhérence caractérisée E-cadérine, cette molécule qui en fait est aussi l'uvomorelline, est la molécule clé dans le processus d'adhérence intercellulaire. Ce petit parcours nous permet maintenant de revenir finalement aux expériences de tri cellulaire, dans lesquelles on va pouvoir maintenant manipuler l'expression de ces molécules d'adhérence et voir si effectivement, comme le prédit l'hypothèse de Steinberg, l'effet quantitatif sur l'expression des molécules d'adhérence joue un rôle dans le processus sélectif. Alors, les premières expériences faites par Takeichi consistent à à tester l'hypothèse de tri apportée par des molécules d'adhérence différentes. Et donc, toutes les cellules dans cette expérience présentée en haut, les cellules en verte expriment E-cadérine, les cellules qui ne sont pas marquées, complémentaires des structures en verte, donc par exemple dans cet agrégat, P-cadérine est exprimée. Et on voit donc que dans cette expérience, les cellules qui expriment E-cadérine en vert et les cellules qui expriment P-cadérine en noir ici et marquées en rouge, en fait, sont disjointes, forment des agrégats disjoints. Donc il y a donc effectivement tricellulaire pour les cellules qui expriment E-cadérine versus P-cadérine. Et comme contrôle, lorsque l'on mélange des cellules qui expriment E-cadérine en verte et des cellules qui expriment E-cadérine en noir, on voit donc qu'il y a un état de miscibilité de deux populations cellulaires exactement conforme aux hypothèses décrites par Steinberg.
Voilà donc la preuve, finalement, qu'une expérience qui manipule l'expression de cadérines différentes ou de même produit un phénomène de tri. Et là, sur des plus grands agrégats, on voit l'expression distincte de E-cadérine et de P-cadérine en rouge, un phénomène de tri quasi parfait. À cette époque, Takeichi et d'autres collègues observaient que la caractérisation des processus développementaux, et en particulier la formation du tube neural, vous vous souvenez, nous avons parlé de ce tissu parce que Hohlfreiter avait fait des expériences sur des agrégats provenant de ce tissu, le tissu neural et le tissu donc, de l'ectoderme adjacent. Et coïncidence, heureuse coïncidence, ces scientifiques observaient que la N-cadérine est exprimée spécifiquement dans le tube neural, alors que l'E-cadérine est exprimée dans l'ectoderme. Donc voilà une hypothèse en faveur encore de la notion selon laquelle l'hypothèse d'adhérence différentielle non seulement opère in vitro, mais a peut-être une certaine pouvoir explicatif des processus développementaux. Les études suivantes identifient les domaines conférant la spécificité de ces phénomènes de reconnaissance intercellulaire en prenant encore les expériences avec P-cadérine et E-cadérine. Ici le domaine transmembranaire, le domaine cytoplasmique et là tout le domaine extracellulaire. Le domaine le plus distal de la P-cadérine en fait, est suffisant pour conférer les propriétés de reconnaissance différentielle, vu que l'on voit ici donc, les cellules fluorescentes en blanche sont les cellules ici qui expriment E-cadérine, d'accord, et l'on voit qu'elles ségrègent bien des cellules qui, en noir, ont pour la plupart E-cadérine, mais dans la partie la plus distale, la plus aminoterminale, possèdent en fait un domaine de P-cadérine. Et ces molécules se comportent comme si elles étaient P-cadérine. Les cellules en fait ségrègent complètement des cellules qui expriment E-cadérine. Alors que si jamais on mélange ces cellules-là à des cellules qui expriment P-cadérine, il y a mélange, il y a miscibilité. Et réciproquement pour des expériences où l'on prend la partie distale de cadérine fusionnée au reste de la protéine P-cadérine, il y a miscibilité lorsqu'on mélange avec cadérine, donc les déterminants de spécificité dans la partie distale de la molécule. Et finalement, on en revient aux expériences vraiment de Steinberg et de Hohlfreiter, où maintenant, on va tester l'hypothèse purement quantitative. Ces expériences, d'abord de tri, puis d'enveloppement, au temps zéro, prennent des cellules qui expriment en noir peu de P-cadérine, ou beaucoup de P-cadérine marquées par ces 3+. On voit ici le blot qui montre les différentes expressions. Dans une échelle de temps de plusieurs heures, on voit donc un tri cellulaire s'effectuer dans lequel les cellules qui expriment un plus fort niveau de P-cadérine se retrouvent au centre, enveloppées par les cellules qui expriment moins de P-cadérine. Et dans des expériences d'enveloppement, dans lesquelles les deux agrégats formés séparément, mis en contact l'un de l'autre, il y a un phénomène d'enveloppement dans lesquels les cellules qui expriment plus de P-cadérine se retrouvent au centre. Donc, dans ces différentes expériences, on voit bien donc ici que Steinberg et Takeichi sont réunis pour montrer que des différences d'expression de P-cadérine sont apparemment suffisantes pour induire un phénomène de tri cellulaire dans des expériences de tri ou des expériences d'enveloppement. Et maintenant, en prenant des cadérines différentes et en jouant sur leur niveau d'expression, on peut montrer que ce qui pourrait s'interpréter comme des différences sélectives qualitatives peuvent être modifiées lorsque l'on joue sur la concentration de ces molécules. En d'autres termes, lorsque l'on mélange des cellules qui expriment E-cadérine et P-cadérine à même concentration, voici les valeurs normales de ces concentrations de molécules calculées rapidement à la surface des cellules, il y a donc miscibilité complète. Si l'on augmente la concentration de molécules P-cadérine par rapport à E-cadérine, et vous voyez la valeur n'est pas très grande, on a enveloppement complet. Et inversement, lorsque l'on augmente E-cadérine, par rapport à P-cadérine dans ces cellules, on inverse le phénomène d'enveloppement. Et processus identique lorsque maintenant on joue sur la concentration d'une seule et unique cadérine. Dans ces expériences de Steinberg, dans ces années-là, donc dans les années 90 puis le début des années 2000, testent au bout l'idée qu'une variation quantitative dans l'expression de une ou plusieurs cadérines peut générer un processus de tri cellulaire qui est totalement conforme aux prédictions de l'hypothèse d'adhérence différentielle. Cependant, j'aimerais signaler au moins deux réserves importantes. Il n'y a pas de mesure directe
des forces moléculaires d'interaction moléculaire dans ces processus et du lien avec des forces d'adhésion que l'on pourrait mesurer sur les cellules entières. Donc finalement, il n'y a pas de connexion directe entre un processus moléculaire d'interaction réversible et un processus cellulaire que l'on peut mesurer. Donc voilà des choses qui nous occuperont la semaine prochaine pour bien pour en fait apporter des nuances assez importantes aux expériences de Steinberg. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que Steinberg fait l'hypothèse implicite qu'il y a une corrélation directe et quantitative entre la concentration d'une molécule d'adhérence comme cadérine et les forces d'adhérence que l'on peut mesurer, et nous verrons comment la semaine prochaine. Juste pour finir, ces deux mêmes molécules, cadérine, E-cadérine, N-cadérine, en apparence peuvent expliquer des choses finalement beaucoup plus simples, qui est non pas la forme d'un agrégat, mais la forme de configuration cellulaire. Ceci nous prendra 2 minutes. En reprenant ces cellules que je vous ai montrées, les cellules de la rétine étudiées par Carthiud il y a plus d'une dizaine d'années, ces cellules adoptent des conformations très stéréotypées vues ici, qu'on peut retrouver dans les bulles de savon. Et en jouant sur l'existence de mutants qui font varier le nombre de cellules dans cette rétine, on voit en fait qu'il y a des conformations qui statistiquement sont plus abondantes que d'autres. Et ces conformations peuvent en grande partie s'expliquer, se reproduire par les conformations choisies par des bulles de savon sur une surface bidimensionnelle. Et donc finalement, cet article se donne pour objet de comprendre l'existence de ces conformations stéréotypées par l'expression différentielle de cadérine. Donc on voit ici l'expression de 2 molécules d'adhérence. En vert, prenons en fait simplement cette image ici. Les cellules qui sont en violet, marquées en violet, sont les molécules qui ont E-cadérine. Donc E-cadérine en fait se voit ici. Vous voyez, toutes les cellules, toutes ces interfaces-là ont E-cadérine, donc les 4 que nous regardons, ainsi que les 2 grandes cellules qui les entourent. Par contre, N-cadérine est exprimée uniquement dans les cellules du cône, ces 4 cellules-là. Comme il s'agit de molécules d'adhérence qui, comme nous le verrons, forment des interactions homophiliques entre 2 surfaces, la molécule exprimée par ces 4 cellules n'est visible qu'à ces interfaces formant ce chevron et non pas en périphérie. Alors que E-cadérine est exprimée dans toutes les interfaces, y compris celles que l'on voit en périphérie. D'accord ? Et donc voilà comment l'expression différentielle de E et N-cadérine explique la géométrie particulière de cet agrégat de 4 cellules. En utilisant donc les outils offerts par la génétique de la drosophile, notamment la possibilité d'exprimer de façon mosaïque, de modifier l'expression de E et N-cadérine, voyons en particulier ce mutant simple dans lequel on a simplement enlevé l'expression de N-cadérine. Ces cellules-là, les 4 cellules, expriment toutes E-cadérine, mais plus N-cadérine. Et vous voyez que par rapport à la conformation de référence ici, les angles qui étaient très ouverts ici, quasi plats dans certains cas, se sont refermés, représentés ici. Ils s'approchent d'un angle de 120 degrés, alors que dans la configuration sauvage, les angles sont plats de l'ordre de 180 degrés. Et voici ici un zoom, une configuration sauvage dans laquelle les angles sont très plats. Et lorsque l'on enlève N-cadérine qui est localisé ici, on voit que cet angle se referme. D'accord ? Et c'est toute une série intermédiaire dans laquelle seules quelques cellules ont perdu N-cadérine. Les cellules sauvages sont en violet, les cellules qui ont perdu N-cadérine sont visibles en noir. Donc ici, c'est la géométrie de simplement quelques interfaces cellulaires qui est influée par les molécules d'adhérence. On peut reproduire la notion de tension de surface émergeant de l'expression différentielle de ces cadérines pour l'appliquer et expliquer les longueurs d'interface et la géométrie qui en résulte. Et finalement, voyons ici la configuration de référence, les molécules qui ont perdu N-cadérine. Et ce qui est remarquable, c'est que si maintenant on exprime N-cadérine en plus dans les cellules qui entourent cet agrégat, donc les cellules en violet, expriment maintenant N-cadérine, alors que dans le cas sauvage, elles ne l'expriment pas. Donc maintenant, toutes les interfaces sont égales au regard de l'expression de E-cadérine et N-cadérine. Il n'y a plus d'expression différentielle de cadérine, et l'on voit que la conformation de ces 4 cellules est très proche de la conformation dans laquelle tout exprime seulement E-cadérine. Donc finalement, vous voyez que la conformation sauvage correspond à l'expression différentielle de N et E-cadérine, mais qu'on enlève totalement N-cadérine ou qu'on l'exprime uniformément, la configuration finale est la même. Et donc on voit bien là un argument en faveur d'un argument quantitatif exprimable en termes de tension de surface
et non plus simplement d'activités spécifiques propres à N-cadérine ou à E-cadérine. Voilà donc un résultat remarquable. Alors, on voit ici qu'encore l'effort d'expliquer ce genre de données à partir de 1, tension de surface, et de dire qu'elle corrèle avec l'expression différentielle de molécules d'adhérence. Et en fait, on verra que cette connexion directe entre tension de surface mesurable et expression différentielle de cadérine, à l'exclusion d'autres processus moléculaires qui existeraient dans les cellules, qui manquent le plus aux études de Steinberg et aux personnes qui ont suivi son interprétation. Donc, la diapositive de conclusion de ce cours pour réunir les grandes notions que nous avons vues aujourd'hui. L'adhésion peut d'abord se saisir en suivant un processus sélectif ou spécifique d'agrégation cellulaire dans lequel la notion qualitative prime, sans savoir pour autant les molécules en jeu. Et c'est aussi vrai pour décrire des types cellulaires différents d'un organisme que des espèces différentes les unes par rapport aux autres. D'accord ? À partir de cette notion qualitative de sélectivité ou spécificité, Hohlfretter a présenté un phénomène de tri cellulaire qu'il relie à un processus développemental naturel de séparation des différentes populations en feuillets embryonnaires distincts, dans lequel il met en avant un processus actif qui est conféré à la migration cellulaire. Donc finalement, Hohlfretter, je pense que positivement, on peut retenir de son étude l'attention à un processus remarquable, la recherche d'un processus actif et son attribution à un processus de migration cellulaire, sans pour autant exclure l'importance de la tension de surface et des processus d'adhésion qu'il voit comme non sélectifs, non spécifiques. La contribution majeure de Steinberg a justement été de voir les agrégats de cellules autant longs comme des fluides qui recherchent des configurations qui s'approchent d'un minimum d'un équilibre thermodynamique et dans lequel le paramètre qui permet de décrire et prédire les configurations des cellules est purement quantitatif, donc finalement dans sa forme extrême, s'affranchissant totalement des complications associées à l'hétérogénéité biologique des molécules qui n'étaient pas connues à son époque mais dont il soupçonnait l'existence. Le quatrième point est que donc, la découverte des molécules d'adhérence dans les années 70-80 a permis à Steinberg et Takeichi de valider en apparence, je souligne en apparence, l'hypothèse d'adhérence différentielle. Et j'ai passé une minute à développer la discussion qu'a engagée Albert Harris en 1976, qui fait une critique très fondée de l'hypothèse d'adhérence différentielle, de laquelle on peut retenir notamment le fait que les propriétés dépendantes, il n'y a pas de doute qu'il y a des propriétés dépendantes de molécules à la surface des cellules, mais il n'est pas démontré qu'elles sont responsables du travail réversible d'adhérence. Finalement, il y a un phénomène de tension de surface, il y a des molécules à cette surface, mais il n'est pas encore établi que ces molécules sont responsables du travail réversible d'adhérence, à l'exclusion d'autres processus, et celui que nous avons en tête, c'est la tension corticale, dont il a fait l'hypothèse qu'elle jouait un rôle déterminant dans les processus de tri cellulaire. Voilà. Donc voilà qui nous laisse, j'espère, aussi un peu sur notre faim, parce que nous sommes loin d'avoir compris le processus d'adhérence dans toute sa richesse. Et la prochaine fois, donc, nous rentrons dans une compréhension plus approfondie de l'hétérogénéité des processus d'adhérence, de leur organisation spatiale, de leur dynamique spatiale, qui nous permettra de considérablement approfondir et dépasser les modèles que nous avons vus aujourd'hui, qui sont des modèles strictement déterminiques, thermodynamiques, et qui nous permettront de mieux préparer la notion d'adhésion comme processus actif et l'importance des processus dissipatifs. Je vous remercie.